Alors, chers amis, bonjour et bienvenue à ce 14e épisode du balado L'État du monde. En ma compagnie, comme toujours, Jocelyn Coulon. Jocelyn, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi? Oui, super bien. Écoute, grosse semaine mouvementée, le départ un peu inattendu de Bachar el-Assad en Syrie. Donc, on a décidé de consacrer l'épisode uniquement à cette question-là parce que inévitablement, ça va avoir des répercussions non seulement au Moyen-Orient, dans le monde arabe, mais aussi à l'échelle globale parce qu'il y a des acteurs globaux qui sont impliqués Ouais, dans ce conflit-là. Donc, ben écoute, je vais faire un petit rappel, je vais enclencher très rapidement. Puis je pense qu'il faut le dire d'entrée de jeu pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est un conflit qui est extrêmement difficile à comprendre. Il y a tellement d'acteurs qui sont impliqués. On va essayer de faire notre possible là, pour être avoir l'approche la plus pédagogique possible, être le plus clair possible. Mais si à un moment donné, vous vous sentez perdu dans nos explications, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Euh, donc, voilà, tu sais, bon, écoute, tout a commencé. Tu sais, Bachar el-Assad était au pouvoir depuis 24 ans. Donc, il avait succédé à son père. En 2000 lors de son décès, mais de mémoire, son père avait pris le pouvoir suite à un coup d'État militaire au début des années 70. Je ne me souviens pas ouais, exactement de la date exacte, 71 ou 72. Et puis, son père c'est tout un personnage en termes de tyran, de tortionnaire. Et disons qu'il ne laissait pas sa place à personne. Puis Bachar el-Assad, lorsqu'il lui a succédé, c'était un petit peu drôle parce que c'était pas lui le successeur désigné. C'était supposé être son frère son aîné frère. Ouais, qui est décédé en 1994 dans un accident de voiture. Alors qu'à l'époque, Bachar el-Assad, c'est un étudiant dans une faculté de médecine en Grande-Bretagne. Il étudie en ophtalmologie. Et puis, les documentaires que j'ai pu écouter cette semaine, c'est drôle parce que tous ces anciens professeurs disent de lui que c'était une personne très sensible, très timide, mais aimée de tous et de toutes. Puis surtout une personne qui montrait du respect à l'égard des supérieurs, donc de ses professeurs, mais à l'école, même à l'égard là, des concierges puis des infirmières. Donc, c'était un type qui était vraiment apprécié de tout le monde, même des patients. C'est une personne qui était passionnée par son travail, puis du jour au lendemain, lorsque son frère est décédé, son père l'a ramené au pays, et puis c'est devenu le successeur désigné. Et puis au cours des 24 dernières années, tu sais, oui, oui, au début, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2000, il y a eu une tentative de réforme, il y a eu une certaine ouverture démocratique. Il a fait sortir de prison des opposants que son père avait fait enfermer, mais ça avait duré le temps d'une chanson, puis très rapidement, le régime hmm, s'était refermé. Et puis maintenant, Bachar el-Assad, on va se souvenir de lui dans les livres d'histoire comme étant le boucher de Damas, une hmm. personne qui a pas hésité à utiliser des gaz chimiques contre sa population, qui a aussi fait enfermer des milliers d'opposants, les a fait torturer. On a vu des images assez horribles d'une prison du régime qui avait été libérée par les Ouais, rebelles à Damas. Et puis, sur la vidéo, on entend des cris là, ouais. venant de nulle part, là. Donc, vraiment, c'est un régime absolument horrible. Et puis, voilà, l'espace, même si voilà, c'est le résultat final d'une guerre civile qui avait commencé en 2011, au moment des différents printemps arabes, qui avaient commencé en Tunisie, puis ensuite s'était étendu un peu partout dans la région. Donc, c'est à ce moment-là que Bachar el-Assad, son régime a été mis sous tension, a été critiqué par des groupes rebelles. Et puis, donc, ça a duré comme ça pendant presque 15 ans. Puis là, à l'espace des 10 derniers jours, des 2 dernières semaines à peine, en l'espace de quelques jours, les rebelles ont réussi à conquérir le pays tout entier. Ouais. Ce qui a vraiment pris là, les analystes de cours, puis ça, on peut en reparler, expliquer pourquoi On ça s'est on n'a pas, produit. je pense qu'on n'a pas encore la petite histoire derrière tout ça, c'est-à-dire comment s'est cristallisé l'ensemble des groupes autour d'un personnage ou enfin d'un Ouais, groupe de personnages pour attaquer simultanément du nord, de l'est et du sud et de renverser le régime. Les ouais. faiblesses du régime, bien sûr, mais, mais la force assez surprenante de ces groupes-là, je pense que ça reste encore à écrire.
Ah oui, parce que c'est ça, pendant presque 15 ans, oui, ils combattaient le régime de Bachar Ouais, el-Assad, mais ils ont conquis du territoire, ils en ont perdu, puis au cours des derniers voilà. mois, les lignes de front étaient quand même assez statiques. Donc, clairement, il y a des acteurs extérieurs qui ont fort probablement eu un rôle à jouer, ce qui explique aussi pourquoi ces groupes-là se sont coalisés, étaient suffisamment armés, avaient toute la logistique nécessaire pour pouvoir passer à une offensive là, qui était aussi déterminante. Alors que c'est ça, pendant presque 15 ans, les lignes de front n'avaient pas bougé Ouais. tant que ça, là. Donc, Et qui sont pour toi les gagnants et les perdants de cette entreprise? ouais, ben, je commence par les perdants. Tu sais, le régime de Bachar el-Assad était soutenu par trois acteurs principaux, la Russie, l'Iran et le Hezbollah. Ouais. Clairement, là, ben, la Russie qui avait une base navale, une base aérienne en Syrie, ben, c'est terminé. Ils ont été Alors, obligés de plier bagage. Euh, donc, alors les rebelles envoient des signaux contradictoires là-dessus. ouais. Oui, j'ai lu ou vu à CNN ou ailleurs qu'ils avaient dit aux Russes de ne pas s'en faire pour leurs installations militaires, mais on verra, On verra. Mais c'est l'influence de la Russie dans la région qui bien en a sûr. pris pour son rôle. Même s'ils conservent leur base, on Ouais, s'entend que le nouveau régime en place leur est pas a priori favorable. ouais. Et c'est surtout, ça renvoie le message aux autres acteurs du Sud global qui cherchaient à tisser des liens sécuritaires avec la Mhm, Russie, ben, que la Russie est pas capable de mener une guerre sur deux fronts. Ils ont mis mhm, tous leurs œufs dans le même panier en Ukraine. Ils ont dégarni les forces qu'ils avaient en Syrie. Ça a été le cas aussi en Afrique. Ils ont sous-traité essentiellement pendant très longtemps au groupe Wagner, qui est maintenant devenu un groupe qui s'appelle Africa Corps. Puis, d'après ce que j'ai lu, il y avait à peine 3 4 000 mercenaires russes de ce groupe-là qui étaient encore présents en Syrie jusqu'à la semaine dernière. Donc, c'est une force essentiellement symbolique. mhm. Donc, ça envoie vraiment le message aux autres acteurs du Sud global que ben, la Russie, sur le plan militaire, ça demeure un colosse au pied d'argile qui n'a pas Ouais. nécessairement la capacité de soutenir tout un chacun. Ça, c'est à cet égard-là, là, ça a vraiment été. La Russie sort vraiment perdante là, de cette situation-là. Puis Vladimir Poutine n'a certainement pas passé un très bon week-end. Puis l'Iran profitait du territoire syrien pour pouvoir faire passer des armes, du matériel via la Mhm, Syrie jusqu'au sud du Liban pour armer le Hezbollah. Donc, inévitablement, ben, si le nouveau régime en place est plus favorable, n'est plus favorable à l'égard de l'Iran, ben, l'Iran vient de perdre son lien terrestre vers ses alliés du Hezbollah. Donc, encore une fois, pour les groupes terroristes de la région, ça montre la faiblesse maintenant de l'Iran comme allié. Et puis, de facto, ça affaiblit aussi énormément le Hezbollah, mhm. qui était déjà affaibli depuis les Voilà. dernières semaines, les derniers mois, le Hamas aussi. Donc, c'est vraiment les trois acteurs qui dorment pas très bien en ce moment, Voilà. qui ont perdu dans ce conflit-là. Puis, les pays qui sortent vainqueurs de cette situation-là, ben, inévitablement, si le Hamas et l'Iran sortent affaiblis, ben, c'est Israël qui va Ouais, en ressortir renforcé. Et puis, on a vu aussi, on pourra en reparler, mais l'armée israélienne a progressé en territoire syrien. Netanyahou leur a donné l'ordre de progresser plus en profondeur à partir du territoire du plateau du Golan, ouais, qui est un espace stratégique. Donc maintenant, l'armée israélienne, là, on enregistre, il est mardi matin, heure de Montréal, et l'armée israélienne a fait une progression. Ils ont capturé je pense que c'est la plus haute montagne de Syrie qui se trouve à une mhm, quarantaine de kilomètres de Damas. Donc, ils ont une position en hauteur qui va maintenant leur permettre de pouvoir positionner des tours d'observation qui vont permettre d'observer du côté syrien, mais aussi du côté du Sud-Liban, ouais. les actions Mais du Hezbollah. il faut Euh, dire, il faut dire que déjà, Israël occupait une partie du plateau du oui, Golan depuis très longtemps et qu'il y a quelques années, Israël a même annexé officiellement ce territoire qui ne lui appartient pas et annexion qui a été reconnue par les États-Unis il y a quelques mois. Non, pendant la présidence de Trump, Trump. pardon. Alors, Je donc, pense, ils étaient déjà placés ouais, sur ce plateau du Golan. Maintenant, ils ont décidé de prendre une zone tampon qui était
patrouillé par les casques bleus, puisqu'il y a une petite mission de casques bleus sur le plateau du Golan. Ouais. Et puis en fait, je pense que lorsque l'entente avait été signée entre la Syrie et Israël, c'était le père de Bachar el-Assad Oui, enfin, qui ouais, était au pouvoir en Syrie. Donc vraiment, Israël sort renforcé, en tout tout cas à fait. dans l'immédiat de la situation. Mais c'est Ouais. surtout la Turquie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la Turquie à notre podcast depuis les dernières semaines. Puis je pense que je pense que les gens commencent à réaliser à quel point c'est non seulement une puissance régionale importante, en tout cas sur le plan Mm. diplomatique. On en a parlé, ils sont très présents en Afrique avec les ambassades. Ils ont vraiment des ambitions non seulement régionales, mais plutôt globales aussi. Oui, oui. Mais ce que j'ai été surpris d'apprendre cette semaine que un soldat sur 6 ou 7 de l'armée turque est déployé à l'extérieur du pays. Donc, à Il y a, Chypre. il y a, il y a 30 000 soldats turcs à Chypre. C'est ça. Donc, au total, j'ai lu que ce serait entre 60 000 et 80 000 soldats turcs qui Ouais. sont déployés à l'extérieur de la Turquie. Donc, c'est pas rien, là. Donc, ils ont des troupes en Afrique du Nord. Ils ont des troupes aussi au Qatar. Et puis, ben, ils avaient aussi, Dans et le ils nord vont de avoir l'Irak, pour de longtemps Syrie. dans le nord de l'Irak et surtout dans le nord de la Syrie. Et Ouais. puis, et la Turquie sort aussi renforcée du départ de Bachar el-Assad à mon avis, pour deux raisons. Donc, lorsque la guerre civile avait commencé en 2011, évidemment, une guerre civile, ça crée un flot de réfugiés considérable. Puis la Turquie a dû accueillir entre 3 et 4 millions de Ouais. réfugiés syriens. Puis ça, pour Erdogan, le président russe, là, ça a été une épine dans son pied. C'est une épine dans son pied depuis 2011. Il cherche désespérément à régler cette question-là. Ça, on parle beaucoup là, du chemin Roxham à Québec, là, puis le flux migratoire, là, Ouais. il n'y a rien là. Donc, dans le cas de la Turquie, de 3 à 4 millions de réfugiés. Et puis, Bachar el-Assad a toujours refusé de reprendre ses ressortissants. Donc, c'est la raison pour laquelle la Turquie était très impliquée dans le nord de la Syrie, a aussi soutenu militairement les groupes islamistes, mais aussi, mais vraiment directement, ce qu'on appelle en anglais un proxy, l'armée de libération syrienne, Mhm. qui est vraiment, si on veut, un peu l'équivalent peut-être du groupe Wagner pour l'armée russe, là. Donc, on regarde les uniformes, c'est des uniformes turcs, les fusils, les mitraillettes, c'est des fusils, des mitraillettes turques, les chars d'assaut, tout est du matériel turc à Ah cent ouais. pour cent. Donc, la Turquie a vraiment, je pense que c'est légitime de dire que la Turquie a été probablement derrière l'offensive là, victorieuse des groupes rebelles. Donc là, en ayant renversé Bachar el-Assad, j'imagine qu'Erdogan se dit, ben maintenant, avec un nouveau régime en place, qui fort probablement nous est favorable parce qu'on les a appuyés pendant si longtemps, Mhm. militairement sur le plan de la logistique. On espère que maintenant, ils vont accepter de régler la question des réfugiés. Puis l'autre objectif qu'Erdogan a aussi atteint, c'est dans le nord-est du pays, vous avez des Kurdes. Puis on sait très bien que Voilà. pour les Turcs, la minorité kurde, ils sont Presque considérés comme 30%, là. oui, puis ils sont considérés aussi comme des groupes terroristes qui Voilà. soutiennent le PKK, qui est le parti kurde en Turquie, le grand parti politique kurde, qui est interdit d'ailleurs, considéré comme aussi un groupe terroriste par la Turquie, par plusieurs sociétés occidentales également. Donc là, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'armée de libération syrienne, en même temps où ils attaquaient les forces de Bachar el-Assad, ils ont aussi attaqué une partie des forces kurdes. Donc, Mhm. en tout cas, c'est pas dans l'intérêt des Turcs de voir peut-être de voir ces Kurdes-là de Syrie obtenir une autonomie gouvernementale. Donc, je pense Ben, c'est que sûr, c'est sûr que la situation syrienne vient fragiliser tout cet ensemble des Kurdes parce que eux, les Kurdes, ils sont installés dans 4 pays essentiellement. ah oui, La Turquie, la Syrie, l'Irak et un peu en Iran. ouais. Et la revendication historique des Kurdes depuis la fin de la Première Guerre mondiale, c'est d'avoir un État indépendant. C'est d'ailleurs ce qu'on leur avait promis Mhm. suite au traité de Versailles. Il y a eu d'autres conférences internationales et à un moment donné, il y avait dans l'air la création
d'un État kurde, et ça a toujours été l'objectif. Mais ce qui voudrait dire aujourd'hui, si on crée un État kurde, ben, on se trouve à dépecer quatre pays. Ouais. Et encore une fois, ça va donner naissance à un État enclavé. C'est-à-dire, il n'y a pas de sortie sur la mer. Il va vivre de quoi exactement? Peut-être du pétrole dans le nord de l'Irak en Ouais, particulier. ouais, parce que depuis 2003, les Kurdes irakiens, Ah, ils sont dans une autonomie. Ah oui, Ils ont une autonomie. de facto, c'est un quasi-État indépendant là, dans les faits. Ouais. Là. Ouais, Mais la Turquie les surveille de près ouais, parce qu'elle veut pas que les Kurdes turcs commencent à rêver de devenir indépendants. ouais, Mais je pense que tu résumes bien la situation là, des gagnants et des perdants dans cette région. ouais. Puis dis-nous, tu me disais avant qu'on commence à enregistrer que malgré tout, Bachar el-Assad, même si c'est un salaud, c'était notre salaud, Ouais. il nous a quand même été utile. Peux-tu nous rappeler dans quelle mesure il nous a été Je utile? prendrai un exemple, c'est que ces régimes autoritaires finissent toujours, évidemment, par avoir des relations avec les Occidentaux. Et les Occidentaux, pour maintenir la stabilité dans certaines régions, ben, s'allient avec les gouvernements qui sont en place et en général aiment pas tellement les groupes démocratiques, même s'il y a un discours sur la démocratie et les droits humains. On est très heureux d'avoir Moubarak en Égypte et puis Kadhafi en Libye, même en Tunisie, Et Mohamed que ce Sissi soit En Égypte maintenant, là. ouais, donc en Tunisie, que ce soit Bourguiba ou celui qui lui avait succédé pendant une vingtaine d'années. Donc, dans ce monde arabe, on avait des pions qui faisaient les politiques occidentales et qui avaient la possibilité de tenir les populations. Et les Assad, Hafez el-Assad et Bachar el-Assad, étaient des alliés de circonstance et très utiles, surtout au lendemain du 11 septembre. Et je prendrai l'exemple de Maher Arar, qui est un ingénieur canadien d'origine syrienne, qui habitait donc au Canada et qui, en 2002, alors qu'il revenait vers le Canada, a dû arrêter à New York pour un arrêt technique où il changeait d'avion. J'ai pu tous les détails. Et les Américains l'ont arrêté. Et ils l'ont questionné pendant 2 semaines et au lieu de le renvoyer au Canada, ils l'ont envoyé en Syrie, sachant qu'il allait se faire torturer, parce que c'est connu, n'est-ce pas, les États-Unis et les Occidentaux ne torturent pas. Donc, ils envoient faire torturer les gens qui sont soupçonnés de terrorisme. Il sous-traite ça à d'autres. Ouais. Ils sous-traitent, c'est le bon terme. Et évidemment, Bachar el-Assad était très heureux de leur rendre service, peut-être en espérant récupérer le Golan ou que ça mène à un accord final de paix avec Israël. Donc, Maher Arar a séjourné pendant 1 an dans les prisons syriennes où il a été torturé. Et finalement, le gouvernement syrien s'est rendu compte à travers les interrogatoires, mais aussi les informations qu'il recevait de, de l'antiterrorisme américain, que Harar n'avait rien à voir avec Al-Qaïda ou avec d'autres groupes terroristes. Et évidemment, au Canada, ben, on se démenait pour obtenir sa libération. Jean Chrétien avait écrit plusieurs fois à Bachar el-Assad pour que il soit libéré. Et il va être libéré finalement en 2003. Il va revenir au Canada. Et là, il y aura une importante commission d'enquête sur ce qui s'est passé exactement. Les Américains n'ont jamais voulu reconnaître leur erreur. La GRC et les services secrets canadiens ont joué évidemment un jeu très trouble dans cette affaire parce qu'ils ont fourni de l'information aux organisations antiterroristes américaines. Et donc, il y a eu reconnaissance de la part du gouvernement canadien
qu'une erreur avait été commise et compensation jusqu'à 10 millions de dollars à Maher Harrar pour les torts subis. Donc, Bachar nous a été très euh, serviable pendant un certain temps, jusqu'à ce que, en 2011, le printemps arabe, évidemment, arrive à ses portes, et là, il commence à réprimer la population, ce qui a amené la rupture avec le monde occidental. Ouais. C'est un peu un classique des dictatures finissantes, n'est-ce pas, pro-américaines ou pro-occidentales. On a vu ça avec les Somoza au Nicaragua ou Ouais. d'autres ailleurs. À un Au, moment donné, ils sont plus très utiles, alors on les aux lâche. Philippines avec Marcos aussi. Voilà. Ouais. Maintenant, ben, je ne sais pas si tu as vu passer certains messages sur les réseaux sociaux, par exemple de Justin Trudeau, d'Emmanuel Macron, Rima Hassan aussi, qui était qui est députée européenne, qui était la tête de liste là, de la France insoumise aux dernières Insoumise. élections européennes. Ça parle, là, ben, évidemment, ça célèbre le départ du boucher de Damas, un peu avec raison, mais ces gens-là affirment c'est maintenant le début le début d'une nouvelle ère de liberté, de solidarité, de démocratie. Et puis Trudeau-Macron invite ou ont l'espoir que le peuple syrien va être en mesure de s'organiser, puis qu'une démocratie va être en mesure de s'installer dans la région. En tout cas, si le passé est garant de l'avenir, c'est vraiment pas ce qui risque de se produire parce qu'à chaque Non, fois qu'il y a eu une espèce de vide politique comme ça après le départ là, d'un dictateur de la trempe de Bachar el-Assad, on se souviendra Kadhafi en Libye. On s'entend que c'est pas une démocratie florissante là, non, depuis non. 2011. En Irak, après l'intervention de 2003, conflit, guerre civile entre les chiites, les sunnites. Ultimement, ça l'a mené à la Ouais. création, la fondation de l'État islamique. 20 Ben ans, Ali en Tunisie. Ben Ali en Tunisie, oui. En Égypte, ça a amené à l'arrivée des frères musulmans. Puis ben, les Américains ont essentiellement se sont arrangés pour que le maréchal Sissi fasse un renversement Voilà. du régime qui avait été démocratiquement élu pour Élu, ouais, pour la ré- première fois. réinstaller une dictature militaire qui est à peu près similaire à celle de Moubarak, qui avait été renversée en 2011 pendant le printemps arabe. L'Afghanistan, 20 ans d'intervention qui ont finalement mené à rien, hein, au retour des talibans. Probablement que Ben le voilà. régime taliban d'aujourd'hui est probablement plus répressif à l'égard des femmes qu'il ne l'était entre 97 et 2001. Je sais pas, Ça, ça, qu'est-ce que tu en ben, penses? ça soulève tous ces exemples-là, tu auras remarqué, qui sont essentiellement dans le monde arabe. D'autres pays musulmans sont frappés par la dictature, que ce soit l'Iran ou l'Afghanistan. Mais disons, si on prend le bloc des pays arabes, on se rend compte que c'est la seule région sur la planète qui n'a pas réussi sa transition démocratique. La transition démocratique, elle a commencé dans les années 80, 90, en Amérique latine d'abord, et le président Jimmy Carter aux États-Unis a joué un rôle assez important dans cette Ouais, démocratisation parce que il a imposé des conditions d'aide à ces pays d'Amérique latine où ils devaient absolument tracer le chemin vers la démocratie. Et on l'a vu se rétablir dans certains de ces pays-là. Ça a pris quelques années, mais cette transition s'est effectuée. En Afrique, tu as le célèbre discours de François Mitterrand à la Baule, où il dit aux pays africains, vous devez absolument prendre le chemin de la démocratie. Et c'est ce qui arrive dans les années qui suivent. Il y a ouverture, multipartisme, élection générale, transition d'un président à un autre. Certains pays étaient déjà démocratiques, comme le Sénégal, qui n'a jamais ouais, connu de coup d'État, qui a toujours eu des transitions plus ou moins pacifiques. D'autres pays, le Botswana, enfin, il y en a quelques-uns en Afrique. Mais là, la transition démocratique s'est effectuée en Afrique. En Asie, ce qu'on appelait les dragons économiques,
Taïwan, Corée du Sud, Philippines, Singapour, Malaisie ont aussi effectué des transitions démocratiques entre des régimes tortionnaires. Je veux dire, il Mhm. faut voir ce qu'il y avait à Taïwan et en Corée du Sud et aux Philippines. C'était épouvantable. Tous des régimes alignés sur les États-Unis pour toutes sortes de raisons et qui ont réussi leur transition démocratique. Disons que on a bien vu qu'en Corée du Sud, la démocratie, c'est un peu fragile encore, hein. Ouais, on l'a vu la semaine Et dernière, on en a parlé voilà, rapidement, oui. voilà, ça fait 40 ans qu'ils ont effectué leur transition démocratique. Mais grosso modo, donc, Amérique latine, Afrique, monde asiatique de l'Est réussissent la transition démocratique, même s'il y a parfois des reculs. Mais le monde arabe est figé dans le temps. Et même au Maroc, où il n'y a pas de violence, c'est un régime à poigne quand même. L'Algérie, il faut voir dans quel état est l'Algérie aujourd'hui. Ensuite, la Tunisie, il y a eu des espoirs extraordinaires en 2011 pendant à peu près une dizaine d'années. Puis Il là, y a des maintenant, il y a un reculs. président qui fait reculer le pays. La Libye avec Kadhafi, aujourd'hui, il y a deux gouvernements. Tout le monde se mêle des affaires de la Libye. La dictature égyptienne, la dictature en Arabie Saoudite, ben ça ne change pas, évidemment, c'est la propriété privée de la famille Saoud. Les Émirats arabes, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, l'Irak. Il n'y a que la Jordanie qui réussit une certaine stabilité depuis une quarantaine d'années. Alors c'est assez pathétique de voir ça Ouais. et on cherche les fondements de cet immobilisme politique et on s'y perd un peu. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la question, c'est de savoir quel est l'élément responsable, qu'est-ce qui fait défaut précisément à ces sociétés-là, quelles sont les valeurs qu'on retrouve en Occident ou dans d'autres espaces où la démocratie est possible et florissante, qu'est-ce qui fait défaut dans cette région-là? Parce que, en fait, la seule démocratie au Moyen-Orient, qu'on le veuille ou non, c'est Israël, Voilà. bon, qui n'est pas une civilisation arabe non plus. Donc, non, c'est Le très Liban, on pourrait dire le Liban un peu, mais société là, déchirée. oui, voilà. Ouais. Mais dis-moi, donc c'est quoi l'avenir de la Syrie selon toi? On peut, Ah non, sur la base de ce qu'on a dit, on ne peut pas réellement s'attendre à ce qu'une démocratie s'y installe au cours des prochaines semaines, des prochains mois ou non. des prochaines années. Moi, je Euh, pense que tu t'avais déjà évoqué en début d'émission le fait que c'est tellement complexe qu'on a de la difficulté d'abord à savoir quels sont les acteurs de ce drame. Mais à chaque fois qu'il y a une révolution, c'est toujours la même chose. Tout le monde est hilar, tout le monde est très heureux. Euh, Souviens-toi de 1979, l'ayatollah Khomeini, les libéraux qui étaient avec lui, Abolhassan Bani Sadr, Mehdi Bazargan, tous ces gens-là il y avait étaient dans son il y sillage. avait des Et promesses démocratiques à l'époque, puis voilà. on voit le Et résultat, hein. un an plus tard, Une théocratie. tout le monde est en exil. Enfin, tous les libéraux sont en exil. Certains sont fusillés. L'ayatollah Khomeini met la main là-dessus et impose une théocratie dictatoriale. Même chose avec l'Égypte, première élection démocratique après la chute de Moubarak. C'est un frère musulman qui est élu, mais il est élu quand même, Oui. hein. C'est la première fois dans l'histoire de l'Égypte qu'il y a une élection démocratique. Mais le Eh ben résultat non. n'a pas fait notre affaire. Ben Ouais, voilà. Et d'accord. là, Al-Sisi prend le pouvoir, on verse quelques larmes, et puis après, on court chez lui pour lui vendre des armes. Ouais. Et et donc, à chaque fois, c'est la même histoire. C'est l'engouement au début, puis ensuite, c'est la reprise en main. Moi, j'ai bien peur qu'en Syrie, c'est ce qui va arriver. Ouais. Dans 6 mois, ils vont tous se tirer dessus. Et puis, pour savoir qui va vraiment gouverner. Ben c'est ça, parce que tellement on parlait, vous avez l'armée de libération de Syrie, vous avez les troupes islamistes du HTS, vous avez les Kurdes dans le nord-est. Là, en ce moment, ils se sont unis pour renverser leur ennemi commun, qui était
Bachar el-Assad, mais là, maintenant qu'il est renversé, ils vont essayer de tirer la couverte de leur côté. Il va y avoir des dissensions, puis même à l'intérieur même du HTS, qui est dirigé par Mohamed Al-Jolani, on pourra en Ouais, parler là, dans quelques minutes de ce type-là, d'où il vient. Ça semble en ce moment être l'homme fort du futur régime, en tout cas. ouais, mais le Euh, régime en 3 jours, hein? oui, c'est ça, on va voir. Mais même à l'intérieur de cette frange-là islamiste, vous avez des sous-groupes, des factions, des groupes qui sont encore d'obédience là, terroriste, Al-Qaïda, Ouais, l'État islamique, des groupes un peu moins radicaux, mais vous avez même vous avez une diversité à l'intérieur même de ces groupes-là, donc ça va être un joyeux bordel. Puis ça, bon, Al-Jolani, qui est le oui, qui chef de est-il? cette, ben, c'est un type qui s'est radicalisé après le 11 septembre 2001, Oui, après le 11 septembre 2001, il s'est rendu en Irak. Il était là au moment de l'intervention américaine de 2003. Il a été arrêté par l'armée américaine, placé en prison pendant quelques années. Là où il a rencontré al-Baghdadi. ah ben Pour oui, la ouais. petite histoire, ben, ça a été le premier calife du califat de l'État islamique. Islamique, ouais, Ça a été aussi une personne qui a été en contact avec al-Zarqawi, euh, Al-Qaïda. Et jusqu'à il y a 3 mois, dans les territoires que son groupe occupait en Syrie, la charia était appliquée, notamment à l'égard des groupes chrétiens. On oublie, il y a beaucoup de chrétiens en Syrie, mais les ouais, chrétiens les femmes chrétiennes devaient se voiler, la charia est en application. Et là, il y a 3 mois à peine, le type s'est libéralisé. ouais, Et puis là, promet que la charia ne va pas s'appliquer, puis il y a une rupture officielle avec les groupes terroristes. Mais bon, tu sais, je pense qu'on peut sortir un terroriste d'un groupe terroriste, mais je pense qu'on ne peut pas sortir l'idéal terroriste d'un hmm, terroriste. Et puis, donc, probablement qu'il a fait ça un peu pour pouvoir avoir de la légitimité à l'égard par rapport bien sûr, à la société globale qui va pouvoir maintenant le reconnaître comme le nouveau dirigeant du pays. Mais une fois que ça sera fait, on se souviendra que les talibans avaient aussi promis d'être plus libéraux voilà, à leur départ du pouvoir en 2001. Il y avait même l'espoir que peut-être même une femme pourrait être ministre à l'intérieur de leur gouvernement. Puis on connaît le résultat final. Hmm. Et les femmes afghanes n'ont même plus le droit de se parler entre elles sans la présence d'un homme. Donc, les espoirs de Ouais, libéralisation ont fondu comme neige au soleil. Donc, c'est malheureusement, c'est difficile d'avoir confiance en un individu qui, pendant 25 ans, a eu les 2 pieds dans le terrorisme, ouais. a dirigé On des... va peut-être se retrouver dans une situation à l'irakienne, finalement, c'est-à-dire un chaos qui va durer quelques années. C'est ça. Et qui Et pourrait être propice à n'importe quoi, là, l'émergence d'un ouais, nouveau groupe terroriste. Peut-être que les Kurdes vont en profiter pour obtenir une autonomie, comme ça a été le cas avec les Kurdes irakiens après 2003. Mais là, ça va être quoi la réaction de la Turquie par rapport à ça? Parce que vous allez avoir les groupes internes qui vont hmm, probablement s'entre-déchirer, mais il va y avoir aussi la réaction des acteurs régionaux ouais, qui vont peut-être y voir des menaces pour leur sécurité, hmm, du potentiel pour pouvoir élargir leur zone d'influence ou quoi que ce soit. Bon, ça augure rien de bon. Puis l'autre chose aussi, des gens se disent, oui, mais c'est quoi l'avenir de la nation syrienne? Je pense que la question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que la Syrie en tant que pays a un avenir? Dans hmm, un contexte comme celui-là, on en parlait, la Turquie qui est au nord du pays, qui a des troupes. Est-ce que les troupes turques vont quitter le nord de la Syrie au cours des prochaines semaines ou est-ce qu'ils vont même progresser davantage vers le sud? Israël qui en a profité pour avancer aussi en territoire syrien, pour reprendre des territoires à la hauteur du plateau du Golan. Est-ce que le pays va se retrouver partitionné par hmm. les acteurs régionaux qui vont aller chercher des miettes ici et là? Donc, je pense qu'on peut aussi légitimement se poser la question, est-ce que l'État syrien va continuer à exister, là? À exister. Alors, ça va nous donner du grain à moudre, mon cher, Oui, oui, ben, pour nos malheureusement. prochaines émissions. Ouais, malheureusement pour le peuple syrien, c'est toujours triste de voir des gens qui sortent là, d'une dictature horrible, puis ils se nourrissent de grands espoirs, alors qu'à peu près tout le monde se rend compte que malheureusement, ça va mal tourner pour eux. Puis, tu sais, c'est ce peuple-là qui va en payer le prix, là. C'est vraiment.
c'est vraiment triste. Ça peut être un objet d'étude fascinant pour des gens comme nous, mais tu sais, lorsqu'on y pense, les gens qui vont vivre ces conséquences-là, Ah, ben oui, ben oui. c'est du pauvre monde qui ont eu simplement le malheur d'être nés entre guillemets, dans le mauvais pays, là. Tu sais, Voilà. on est vraiment, on est vraiment chanceux, nous, de ne pas avoir à vivre des situations comme celle-là. OK. Bon, ben écoutez, chers auditeurs, ben, c'est déjà la fin de cet épisode spécial, en quelque sorte, sur la série. J'espère que vous avez apprécié. Puis, bon, on vous rappelle, la semaine prochaine, on fait le bilan de l'année 2024. On va aussi essayer de voir ce à quoi l'année 2025 pourrait ressembler. Puis, pour l'occasion, on va avoir un invité très spécial qui va nous accompagner pour environ 1 heure pour discuter de tout ça. Ce sera aussi notre dernier épisode de l'année 2024. On va par la suite se revoir très rapidement au début de l'année 2025. Alors, écoutez, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne semaine, et puis on se Ah, revoit. passez des bonnes fêtes. Oui, ben, on va se revoir la Ah, semaine ben non, on est de prochaine. retour. Oui, 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 Donc, c'est vrai. on va vous souhaiter de joyeuses fêtes, joyeux Noël la semaine prochaine. Mais d'ici là, profitez bien du Voilà. calendrier de l'Avent. Et puis, alors, on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Au Salut revoir. tout le monde.